Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle, diffusée sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire L''IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature, parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Davide Napoli, écrivain et plasticien. Il est également enseignant en arts plastiques à l'École des Arts de la Sorbonne et professeur de méthodologie et technique du contemporain à l'École des Beaux-Arts de Palerme. Il explore les formes performantes du geste et de la pensée, du dessin et de l'écriture qu'il tente de réunir, de fusionner, de relier grâce à une recherche poétique sur le vide, sur le temps, sur le fantôme, sur la vitesse du vide, sur l'altérité, sur la plastémie, sur les échos de l'inconscient. Depuis 2002, il travaille avec la danse contemporaine, à la compagnie des gens du Terpan, la chorégraphe et la danseuse Isabelle Morel, la chorégraphe et la chanteuse Luigi Arriva et la comédienne et danseuse Géraldine Hiller. Il a inventé et mis en scène de nombreuses performances dans divers lieux, entre autres des résidences performatives transculturelles Chantons aux vaches à Châteauroux-Minier, où il a performé avec l'artiste, réalisatrice et photographe Élodie Lachaud et avec l'artiste du tai chi Bonnie Chen. Et il a récemment publié Le lapsus de l'ombre et Les ombres du vide, deux recueils de poésie qui sont parus respectivement en 2020 et en 2021. Je le reçois aujourd'hui pour qu'il évoque ce lien qu'il tente de faire à travers sa pensée, à travers son œuvre, entre le discours et sa représentation, cette sorte de manière de donner à voir ce qu'on lit, ce qu'on dit, donc ce que l'on est, et d'ouvrir un espace de liberté. Alors, Davide Napoli, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi, Carole, de m'avoir invité. Alors, si je reprends donc les grands axes de ton travail de recherche, tu tentes d'établir une critique de la critique et du langage employé dans ce cadre de cette critique. Donc, une vraie critique de la critique. Tu abordes cette question dans une logique de chute du sens analytique pour qu'elle se propage contre sa propre analyse ou tentation analytique. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler de cette démarche ? En fait, pour, ouvrir un cadre plus explicite, cette démarche vient déjà d'une expérience que j'ai faite à l'université où je me suis confronté avec, d'un côté, justement le côté plastique, donc l'université de Paris-Sorbonne, qui aujourd'hui ça s'appelle l'École des Arts de la Sorbonne. Donc il y avait un côté de recherche plastique, et un autre côté, il y avait un côté de recherche d'écriture, donc analytique. Et là-dessus, évidemment, je me suis penché un petit peu pour essayer de trouver un équilibre au départ et après, plus qu'un équilibre, peut-être un déséquilibre pour permettre justement à ce côté analytique de s'infiltrer justement à l'intérieur de la création même au niveau des arts plastiques. Et c'est là que on peut dire dans le sens classique du terme, parce que c'est un mot qu'on utilise, cette démarche a pris forme aussi dans le domaine de l'écriture. L'analyse était mise en abîme, c'est-à-dire l'analyse venait à manquer à soi-même pour s'infiltrer dans la création et faire avec la création elle aussi, une sorte de miroir, un miroir qui pouvait aussi, quelque part, jouer à l'intérieur du geste créatif. Tout ça, ça a amené inévitablement à donner à l'analyse, disons, une autre image qui est peut-être, c'était pas vraiment une image attendue, voilà, si on peut dire ça, mais une image inattendue. C'est-à-dire, cette analyse devenait inévitablement une contre-analyse. Il n'était pas là pour analyser, mais il était là justement pour se faire, elle aussi, acte de création et action créative. L'écriture de cette façon, c'est une écriture que, inévitablement, devait changer. Et alors, quand je dis devait changer, c'est pas que c'était, déjà tout prédestiné, c'est
pendant justement cette écriture, il y avait une dimension performative aussi et qui rentrait à l'intérieur de la plasticité. D'où le fait qu'après, là-dedans, j'ai essayé de donner, oui, comme on fait souvent, de lui donner une forme, en tout cas une forme, une lumière, en définissant tout ça comme pensée plastémique, C'est-à-dire hors de l'intellect. Alors, pensée plastémique, c'est-à-dire c'est hors d'intellect analytique. C'est-à-dire l'intellect, voilà la chute du sens dont tu parlais tout à l'heure. L'intellect tombe quelque part dans cette chute d'un sens analytique pour arriver à une plage qui est une autre plage et qui n'est pas analytique. Et c'est pour ça que je l'ai appelé aussi para-analytique, c'est-à-dire quelque chose qui ne correspondait plus à des créneaux dont on était un peu habitué. Et donc, la pensée plastémique, parce que c'est vrai que c'est une forme aussi ludique du mot, plastémique dans le sens qui concerne donc la plasticité et de l'écriture et du geste, et aussi une sorte d'épistémé de l'intime. Donc, d'une science, d'un savoir qui plonge dans l'intime et qui fait de l'intime un savoir. Un savoir que moi, je pourrais définir entre guillemets scientifique. Mais donc, la critique universitaire ou dogmatique ne peut pas saisir ça, finalement. Mais, disons, elle prend la distance. Ouais. Elle prend la distance par rapport à tout ça. Pour des questions, j'imagine, après, académiques, institutionnelles. Elle prend la distance parce que, en fait, elle prend la distance parce que, justement, il s'agit de distance. Il s'agit de garder cette distance. Il s'agit de garder cette distance pour essayer de placer certains protocoles. Quand la distance explose, comme tu as dit, fusionne, évidemment, on n'a plus les mêmes points de repère. Même, on risque de perdre nos points de repère. Et c'est là que, justement, je ne dirais pas la pensée universitaire, mais quand même, l'institution, l'académie, essaye par contre de garder toujours cette distance, garder toujours une dimension protocolaire, si on peut dire comme ça, par rapport à la création et par rapport à la vision analytique, à la réflexion par rapport à la création. Donc, une écriture qui se veut, une écriture d'explication, de problématisation, mais pas une écriture qui se veut de création. Est-ce que les discours universitaires ou dogmatiques peuvent se saisir de l'intuition et de la liberté de création ? C'est peut-être ça la question aussi. Alors, est-ce qu'ils peuvent accéder à ça ? Ça, c'est la grande question. Alors, moi, je dirais que pour pouvoir, bien sûr qu'ils peuvent, parce que, bien sûr, parce que ce genre de discours n'est pas un discours qui n'existe pas à l'intérieur. C'est un discours, à la limite, qu'on garde, on tient à distance, un peu loin. Donc, pour pouvoir, bien sûr qu'ils peuvent. Mais pour vouloir, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a pas mal de codes à respecter, il y a pas mal de choses. Bon, là, il y a des codes aussi, certainement, du côté du créateur, finalement. Puisque dès que tu sors des codes, tu n'es pas admis dans le cercle, dans le sérail. Dès que tu sors des codes, donc même des codes, je parle des codes aussi, comment dire, dans des détails qui peuvent sembler peu importants, mais que dans une logique institutionnelle deviennent importantes, même des codes, je ne sais pas, de mise en page et tout ça. Dès que tu sors de ces codes-là, tu te débrouilles, en fait. C'est-à-dire, là, tu prends une voie que, disons, n'est pas la voie attendue. Voilà, et donc c'est une autre question. Après, la voie que tu prends, ça t'appartient, disons. Oui, bien sûr, évidemment, ça t'appartient. Ça t'appartient. Voilà, et on va peut-être écouter quelques extraits de tes textes. Et alors, justement, j'ai pris comme justement la pensée plastémique. Alors, cette pensée plastémique, qui après, c'était édité par les éditions de Transignum,
en 2013. Auquel tu collabores d'ailleurs, Vanda Miuleac et les éditions Transignum. Tu es le trésorier des éditions Transignum. Oui, en effet, je collabore et qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Oui. Et donc, alors, la pensée plastémique est arrivée après mes expériences universitaires, etc. Et donc, alors, plastémique, ça veut dire plastique au sens de intuitif, de cette pensée qui plonge au fond d'un réservoir de création, finalement, hors de toute réflexion. C'est ça ? Hors de toute réflexion qui nous ramène toujours à cette réflexion analytique. D'accord. Et qui donc touche des sensibilités, des sens qui transbordent dans une pensée qu'on pourrait définir une pensée poétique. Ouais. Bon, je lis quelque chose comme ça, même le début pour donner un peu le rythme, le ton. Manque de souffle, respiration. Le bruit respire. Retenir le souffle pour respirer sa disparition dans la distance. Ainsi, maintenant, on se trouve face à un autre temps, avec sa langue de bruit, la pensée plastémique. La pensée plastémique se donne donc comme un mouvement qui se laisse aller en circulant d'un désert ou des zones d'asile plastémique. Les zones d'asile plastémique sont ces multiplicités des signaux qui devient le lieu même de la chute du discours, de la chute du texte, de la chute de la parole et de l'image. Donc, il devient des flux. Dans la pensée plastémique, la mutation perpétuelle réside dans le fait que le flux des temps est une trace libérée de toute mémoire, d'origine et de fin. On est, cette phrase on est dans un magma à plusieurs histoires, dépourvues de sens, de culpabilité. Merci beaucoup, Davidé. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du dire avec Davidé Napoli, écrivain, plasticien, et qui est venu évoquer avec nous son travail de recherche autour du vide, sur le vide, et puis beaucoup d'autres choses. Donc, tu essaies de penser l'intuition, finalement, de penser cette énergie qui est celle de l'acte de création. Oui. Et c'est pour ça que tu parles de para-analyse, parce que tu penses que l'analyse, telle qu'elle est pratiquée, ne peut pas saisir ça. Oui, c'est ça. Et ça m'a, quelque part, à fur et à mesure dans ce chemin, m'a amené à donner à ce mot, verbe, penser, quelque chose, comme tu dis, essayer de penser, c'est-à-dire essayer de penser autrement, et c'est plus de l'ordre, après on verra peut-être avec les autres, plus de l'ordre d'une méditation. Voilà. Et alors c'est vrai, et ça je ne sais pas si c'est une limite ou pas, je pense que oui personnellement, c'est vrai que la méditation en tant que telle n'est pas considérée comme un processus de connaissance du réel ou de la réalité, même au niveau de la création, en tout cas ici, disons... Dans la pensée occidentale. Dans la pensée occidentale. Donc, on ne médite pas, mais on problématise. C'est différent. C'est ça. Par contre, dans le chemin dans le chemin qui m'amène à l'horizon, cet horizon encore loin, en fait, cette pensée s'est transformée, en une sorte de méditation. Et c'est là que je me suis quelque part éloigné de ces dynamiques, disons, plus institutionnelles, de problématisation de la pensée. C'est toujours Descartes qui nous motive et qui nous guide, de toute façon. Voilà. Parce qu'il y a, et c'est là la pensée, pour moi la pensée plastémique, c'est le début de quelque chose, d'une aventure qui est encore, évidemment, une aventure sans limite. C'est le basculement, petit à petit, à quelque chose qui au départ était presque intangible,
qu'est-ce que c'est la méditation? J'ai dû quand même mettre longtemps d'abord pour entrer à l'intérieur de cette non-logique, parce que, et après comme expérience personnelle, et après aussi comme expérience au niveau des lectures et des rencontres, parce que ça déplace totalement le champ de vision et donc de recherche. Voilà, on peut dire, avec la méditation, on est dans la recherche. Chose que dans les savoirs un petit peu institutionnels, on n'est pas dans la recherche avec la méditation. Oui, oui, et c'est pour ça également, cette approche de l'énergie créatrice et de l'énergie finalement dans laquelle je pense que beaucoup de créateurs, la majorité va puiser. Ce qu'on appelle l'inspiration, ça veut dire qu'ils vont dans un sens plutôt que dans un autre. C'est ce qui a aussi motivé ton invention du mot videsse et ton travail autour du vide. Qu'est-ce que c'est le vide ? Qu'est-ce que c'est la videsse et le vide ? Alors, la videsse, c'est un... Oui, alors, la vitesse, c'est un terme que j'ai rencontré, j'aime bien dire, et j'ai rencontré dans le sens qu'on fait des rencontres inattendues, et que c'est l'union, en fait, de ces deux mots, la vitesse du vide. La vitesse du vide. Et donc, déjà, dans la pensée plastémique, je parle de cette vitesse du vide. Et après, toujours dans les éditions Transignum, j'ai écrit un livre que j'appelle Videsse. Alors, deux choses différentes. Dans la pensée plastémique, c'était une rencontre. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'il y a ces flux dont je disais tout à l'heure, il y avait quelque chose qui, justement, était de l'ordre d'une accélération, mais pas d'une accélération dans le sens qui ne permet pas de voir, mais d'une accélération qui nous fait plonger dans un autre état. Et cette accélération qui nous faisait plonger dans un état, pour moi, c'était justement de l'ordre du vide. Et alors, je me suis dit, même dans le vide, il y a une certaine vitesse, d'où le mot videsse. Mais la videsse, je pourrais donner une image. Peut-être que ça aide aussi pour moi à l'expliquer. L'image, c'est ça. Je me rappelle quand j'étais enfant. Tu sais, quand tu es enfant, tes parents, ils te disent, si tu n'arrives pas à dormir, tu comptes des brebis. Oui, des moutons, Des moutons, voilà, les pecore, comme on dit. Tu comptes des moutons sauter. 1, 2, 3, 4, tu comptes. Et bon, moi, j'ai adopté cette technique, mais je comptais, et le pire, c'était que plus je comptais, plus je n'arrivais pas à m'endormir. Parce que je dis, bon. Et donc, j'ai dû inventer une autre forme de chute pour m'endormir. Et l'autre forme de chute, c'était justement, j'imaginais d'être au bord de quelque chose, mais ce quelque chose était vide. Et donc, dans ce bord-là, moi, je me jetais dans le vide. Mais la chose qui me permettait de m'endormir, c'est qu'en fait, ce vide n'avait pas de fond. Quand on est enfant, on pense à pas mal de choses. Là, quand ce mot videsse est arrivé, dans mon corps, mon esprit, je pensais à ça. Je pensais à quand j'étais enfant. Et donc, je me jetais dans le vide, dans l'imaginaire, et je m'endormais d'ailleurs. Mais ce vide n'avait pas de fond. Et donc, sa vitesse, c'était une accélération qui, en fait, ce n'était pas vraiment une vraie accélération de la vitesse, mais c'était quelque chose qui concernait une sorte d'énergie et d'expansion de cette énergie. Le fond n'est pas là, ça veut dire qu'il n'y a ni début ni fin. Et qu'on se trouve à l'intérieur de quelque chose qui n'est pas définissable, mais à l'intérieur de cette chose qui n'est pas définissable, et qui petit à petit s'est présenté à mes yeux, à mon écriture, avec cette philosophie, si on peut dire, parce qu'on sait très bien qu'après, dans le monde, justement, dans l'autre côté du soleil, la philosophie du vide, dans le taoïsme et d'autres, bouddhisme, etc., c'est vraiment la philosophie de cette partie du monde. Et donc, j'ai exploré cette partie du monde, et aussi j'ai exploré grâce à un travail avec l'encre et avec l'écriture. Et oui, et cette vide est devenue, pour moi, quelque chose qui m'a ramené comme expérience à cette expérience d'enfant et en même temps qui m'accompagne toujours.
Pour ce qui concerne la publication que j'ai fait, Vides, là, c'était quelque chose qui partait d'une dimension tragique, mais toujours cette dimension tragique liée à un saut, le saut dans le vide. Et la dimension tragique, c'est la dimension tragique du contemporain. Ouais. Et d'ailleurs, le livre commence, Vas-y, toujours oui, le dis-nous, livre édité par Transinum, et en 2014, le livre commence « Il était une fois le contemporain ». Mais en fait, il était une fois le contemporain, mais il est là, le contemporain. Ouais. Et le livre termine « Il était une fois le contemporain ». Et est-ce que tu veux nous lire des passages que tu as... Des passages, oui. Entre-temps, le temps s'installait pour se regarder dans son propre espacement, là où l'ouverture de sa bouche béante avait avalé les causes des vivants pour absorber les histoires à venir. Sa venue était depuis le début dans son propre passage, où le commencement continuait à se dire, à se faire, sans la possibilité de s'installer quelque part. Son ouverture prenait les formes de chaque parole et de chaque muscle. Son mouvement ne traçait pas la direction à suivre, mais trouvait des suspensions à toucher, à sentir, à découvrir, à boire et à abandonner. Il séjournait sans oublier le trajet sans fin et sans début, soufflé aux inconnus pour qu'ils respirent à travers l'instant d'un songe. La transpiration était le message apporté par le pli protéiforme de l'organique sans corps. Le corps avait jeté sa forme à la merci d'une aura sans plus de divinité à revendiquer. Un lieu tout en extension où le pas n'avait plus d'intention à communiquer. Sa tension refusait chaque promesse. Son allure le destinait vers des zones sans adresse ni détour, où il pouvait y rester pour se donner à une agitation au-delà de toute forme de rythme. Donc le pas se donnait sans plus de pardon possible. Au sein de ce pas, le visage divin s'allégeait et s'offrait au sens du temps perdu. Je prends un autre moment. Le parcours se développait en miettes, se réalisait au fur et à mesure d'une volonté sans précédent, là où le jamais vu se constituait comme ligne de vitesse du vide volontaire. La vitesse se consacrait à sa sortie pour ne plus rentrer dans l'encadrement de l'œil critique et rester à jamais dans un temps inconnu. La scène devint étirement de l'espace vide de la pensée, espacement inachevable de ses propres fantômes. Le dedans et le dehors deviennent zones de fuite, au-delà de tout échappatoire et de toute forme de récupération de leur espace. La limite s'espace à perpétuité. Le temps manquait de temps. Son espace glissait sur sa peau invisible et intouchable pour se définir et écouter en même temps les flux venimeux du cheminement sans plus de promesses ni de destination. Son destin était perdu dans les méandres régurgitantes de la bouche en train de vomir et de propulser les mots transformés en peur d'apparaître. Merci beaucoup. Et est-ce que tu veux nous lire un extrait de ton dernier recueil où justement le vide est si inscrit, si présent dans ton écriture? Oui, d'abord je lis... Oui, alors le dernier, c'est Les ombres du vide. Ouais. Édition Unicité, c'est le dernier. Et là, c'est vrai, là, ici, c'est vrai, comme je te disais tout à l'heure, là, il y a un travail
même si ce mot, ça me crée des problèmes. Le travail, c'est douloureux, mais quand même, peut-être. Il y a un travail de méditation. Voilà. Il y a une chute, essayer de faire le saut d'une sorte d'abîme où en fait tu sauras jamais quelle est ta destination. Et que peut-être ta destination, en fait, est sûrement celle de ne pas revenir, mais de continuer dans ce chemin qui est sans fond. Mais le vide est plein, hein, en fait, il est plein d'informations. Alors maintenant, heureusement que des physiciens éclairés le font savoir au grand public. C'est toujours pas enseigné dans les universités, je tiens à le dire. Mais cette vision du monde qu'on a est quand même vachement étriquée parce que le vide est rempli d'informations, celui-là même qui nous traverse. Et finalement, je pense, j'ai l'impression que ton écriture, ce que tu essaies de faire, surtout dans ces ombres du vide qu'on va entendre, c'est de laisser affleurer ce bruit du vide. Parce qu'en plus, il y a un son, il y a un bruit dans le vide. Et est-ce que c'est ça, en fait, dans ta mise en œuvre, dans les répétitions, on va voir que tu répètes beaucoup. Est-ce que tu essaies de motiver ce discours, cette apparition du vide dans la poésie, dans le poème? Oui, tout à fait. Parce que tu as utilisé vraiment le bruit du vide. Et je trouve absolument... C'est ça. Parce qu'en fait, quand je dis cette chute, il y a une forme d'action qui est l'attente. Et qui pour moi, c'est une forme d'action. L'attente, c'est de l'action. Et justement, il y a un bruit qui surgit. Et c'est le bruit du vide. Et qui vient de loin. Et il faut savoir l'attendre, si on peut dire, comme ça, pour donner une image. Donc, il ne faut pas se précipiter. Il faut savoir attendre ce bruit. Qui, bien sûr, vient, comme d'autres pourront, bien sûr, donner une autre image. Il vient d'une sorte d'inconscient, oui, une sorte d'inconscient, mais il vient d'une sorte de sous-vide qui est une sorte de respiration, de vibration, de respiration des corps, des espacements, et qui est là. Et qu'évidemment, on peut l'entendre seulement si, justement, on est attentif. Peut-être, là, il y a tout le discours sur le sens aussi de l'observation, de l'attention, qui, moi, je fais basculer au niveau de la pensée. Surtout, pas au niveau de la non-pensée. Oui, qui après devient non-pensée, oui. Et pas au niveau de l'objet, pas au niveau visuel. Alors, je lis quelque chose. Oui. Les ombres du vide. Comme si de loin, un étirement du rythme. Un geste sans plus d'articulation. Un détachement du monde. Comme si de loin, une empreinte dans sa démesure, marge de son allure, touchait les résonances de l'autre. Comme si de loin, blanc au silence du geste, noir sans voix tactile, dessin indicible. Comme si de loin, en matière de monde, autrement en absence, une voix d'air envoûtant. Comme si de loin, bruissement de la faille, un retard du regard, espace sans souvenir. Merci beaucoup, Davidé. Et là, alors, il faut préciser que dans ce livre, il y a le texte et il y a tes encres. Et donc, il y a une liaison entre, évidemment, un lien énorme entre le geste d'écriture et celui des encres. Et donc, tu tentes cette liaison entre ces deux vecteurs, ces porteurs de sens, et finalement, entre le geste et la trace du geste.
Voilà. Donc, est-ce que c'est pas le cas finalement de toute trace de porter ce vide, d'essayer de le laisser affleurer? Toi, c'est ton dispositif. Est-ce que finalement, tout art, hein, comme la littérature, la peinture, tout art cherche ou prend appui ou n'existe qu'à parce que ce vide vient là apporter un sens et des sens, autant de sens qu'il y a de destinataires. Oui, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai sorti ce mot inconscient. Parce que oui, je suis totalement d'accord avec toi. Tout art, toute forme d'écriture, toute forme de création vient de ce sens-là qui peut-être vient de l'inconscient et qui essaie de donner trace, forme à cette partie. Là, tu reviens en Occident en parlant d'inconscient. Oui, là, je reviens en Occident. Il faut peut-être parler du... Là, je reviens en Occident. Non, en Occident. Alors, si on veut faire une différence, je ne sais pas si... De l'inconscient, je reviens en Occident, mais cet inconscient, évidemment, en Occident, cet inconscient a un langage, cet inconscient se forme, se présente, parce qu'il y a une forme d'écriture, d'une voix, se présente après dans des formes différentes de la conscience. Et là, on est aux représentations. Aux représentations, au réel. Et là, on est en Occident, bien sûr, avec toute la psychanalyse qu'on peut chacun de nous retrouver dans les noms les plus connus et les moins connus. Bon, ou d'analyse. Jusqu'à arriver à Lacan, où en fait l'inconscient a un langage. Donc, pour être... disons bref. Ou Jung, qui finalement a inclus le vide dans l'analyse. Lui, il a créé des ponts. Exactement. Alors, si ce mot-là, on le fait basculer dans l'autre côté de l'horizon. J'aime bien trouver ces images un peu comme ça, c'est-à-dire justement le côté du bouddhisme, le côté du taoïsme, le côté de la philosophie à la religion tibétaine, etc., etc. Ce côté même du zen chinois et qui après est devenu du zen japonais. Donc, où la philosophie, la pensée, même la sensation, l'aperçu du vide sont l'élément principal. Hein. Mais alors, c'est inconscient, parce qu'il quand même été problématisé. C'est inconscient, par contre, là, et c'est intéressant, c'est cet état d'esprit. Et ça nous pose des problèmes. Parce que c'est un inconscient qui, en fait, il n'est pas là pour révéler quelque chose, et pour non révéler quelque chose. Donc, cet inconscient devient un contact, je dirais, paradoxalement direct avec le réel. Cet inconscient, c'est aussi le réel. C'est certainement comme ça qu'il a été pensé en Occident pour enfermer les gens dans des représentations erronées. Oui. Je pense. Oui, enfermé. Oui, et d'ailleurs, voilà, étant donné que tu utilises ce mot enfermé, évidemment, qui n'est pas seulement occidental, mais aussi ailleurs, je veux dire que ce livre, Les ombres du vide, mais justement, est né pendant notre enfermement. Voilà. Notre enfermement dû à la pandémie. Et alors, pourquoi ? Et pourquoi aussi le geste de l'encre ? Parce que je vivais pleinement cette matérialité du temps et donc du temps vide, dans son expansion et dans sa vibration, sans avoir des limites. J'étais à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe, parce que là, on ne fait plus la différence, de quelque chose, d'une matérialité, d'une matière, qui est le vide, qui faisait vibrer ce temps, mais qui n'était plus repérable. Et donc, à l'intérieur de ce non-repère, de ce non-pensé, de cet inconscient qui n'est pas pensé et qui n'est pas pensé au niveau du langage, mais qui se présente tel quel, a donné, m'a amené, je ne sais pas comment, cette expérience d'écrire ce texte. D'ailleurs, il y a toujours cette phrase qui se répète, comme si de loin, comme si... Comme un mantra. Comme un mantra. Comme un mantra. Et d'ailleurs, les gestes de l'encre, les images de l'encre qui à chaque fois
il tombait aussi à côté de l'écriture, ou avant, après, bon, ça, c'est pas important. C'était comme un mantra. C'était des gestes qui se répétaient. Et après, il y avait des variations parfois. Et donc, une respiration de quelque chose qui avait perdu ses points de repère, mais qui avait d'autres formes sensibles, je dirais, en occidental, je pourrais dire fantasmatiques ou fantomatiques. Mais si je me détache un petit peu, je dirais non, d'autres formes sensibles réelles. Réel, voilà. Réelles, d'autres formes sensibles réelles. Et dans ces formes sensibles du réel, le corps, réellement, le corps devient quelque chose de présent, mais dans son absence de forme. Dans son absence de forme. Mais il est présent. C'est comme si le corps s'espaçait aussi dans l'espace. Il est présent, mais il n'a plus limite. Il est présent, je me répète, dans son absence de forme. C'est le Tao. C'est le Tao. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Alors moi, je vais te lire et lire aux auditeurs un extrait d'un livre de Marguerite Duras qui s'appelle « Écrire », qui a été écrit justement en 93. Et là, c'est un passage dans lequel elle parle de l'expérience, elle reparle de cette expérience traumatisante, extrêmement traumatisante, qui est la mort de ce jeune aviateur anglais qui a été retrouvé à Vauville. La mort qui est ultra présente dans l'écriture de Marguerite Duras, puisque elle a aussi perdu son frère, son petit frère, et puis un enfant. Et voilà, donc je trouve que évidemment, ce texte est fort d'actualité, puisqu'il y est question de la guerre. Donc, écrire. Marguerite Duras. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien écrire. Il y aurait une écriture du non-écrit. Un jour, ça arrivera. Une écriture brève, sans grammaire, une écriture de mots seuls. Des mots sans grammaire de soutien, égarés, là, écrits et quittés aussitôt. Je voudrais raconter le cérémonial qui s'est créé autour de la mort du jeune aviateur anglais. Je sais certains détails. Tout le village a été concerné. Il a retrouvé une sorte d'initiative révolutionnaire. Je sais aussi que la tombe a été faite sans autorisation, que le maire ne s'en est pas mêlé, que Vauville était devenue une sorte de fête funèbre autour de l'adoration de l'enfant. Une fête libre de pleurs et de chants d'amour. Tous les gens du village connaissaient l'histoire de l'enfant et aussi l'histoire des visites du vieil homme, ce vieux professeur. Mais de la guerre, ils ne parlent jamais plus. La guerre, c'était pour eux cet enfant assassiné à 20 ans. La mort avait régné sur le village. Les femmes pleuraient. Elles ne pouvaient pas s'en empêcher. Le jeune aviateur disparaît. Il meurt d'une vraie mort. Si on chantait cette mort, par exemple, il ne s'agirait pas de la même histoire. Cette discrétion sublime des femmes qui a fait que, je le crois, même si je n'en suis pas tout à fait sûre, l'enfant a été mis de l'autre côté de l'église, là où il n'y avait encore aucune tombe. Là où encore il n'y a que sa tombe à lui, à l'abri du vent fou. Elles ont pris le corps de l'enfant, elles ont lavé le corps et l'ont posé à cet endroit-là, dans la tombe, celle de la dalle du granit clair. Les femmes, elles n'ont rien dit du tout. Si j'avais été là avec elles pour le faire avec elles, je n'aurais pas pu en écrire. Je le crois. Je dis peut-être que ce sentiment fantastiquement fort que j'ai eu d'être concernée ne se serait peut-être pas produit. C'est l'émotion qui revient encore maintenant quand je suis seule. Seule, je pleure encore sur cet enfant devenu le dernier mort de la guerre. Ce fait inépuisable. La mort d'un enfant de 20 ans tué par les batteries allemandes le jour même de la paix. 20 ans. Je dis son âge. Je dis, il avait 20 ans. Il aurait 20 ans pour l'éternité, devant l'éternel. Qu'il existe ou non l'éternel, ce sera cet enfant-là. Je dis 20 ans. C'est terrible.
C'est plus terrible. C'est ça, le plus terrible, c'est l'âge. C'est une banalité, cette douleur que j'éprouve à son endroit. C'est curieux. Jamais l'idée de Dieu ne s'est posée autour de l'enfant. Ce mot facile qu'est le mot Dieu, le plus facile de tous, personne ne l'a dit. Il n'a jamais été prononcé pendant la mise en terre de l'enfant de 20 ans qui avait joué à faire la guerre dans son météore au-dessus de la forêt normande, belle comme la mer. Il n'y a rien à la mesure de ce fait. Il y a beaucoup de faits comme ça dans l'univers, des brèches. Là, cet événement a été vu, et que l'enfant est mort d'avoir joué à la guerre a été vu aussi. Tout est clair autour de la mort de l'enfant. Il avait été content, il avait été très heureux de sortir de la forêt. Il n'y voyait aucun Allemand. Il était content de voler, de vivre, de s'être décidé à tuer des soldats allemands. Il aimait faire la guerre, cet enfant-là, comme tous les enfants. Mort, il était tout le temps un autre enfant, n'importe quel enfant de 20 ans. Et puis ça s'est arrêté avec la nuit, la première nuit. Il est devenu l'enfant de ce village français, lui, l'aviateur anglais. Il a signé sa mort ici, devant les gens de vos villes qui regardaient. Ce livre n'est pas un livre, ce n'est pas une chanson, ni un poème, ni des pensées. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et je suis avec Davidé Napoli pour lire du dire, autour de l'écriture, du geste du vide. Voilà, Davidé. Alors, pourquoi, du coup, cette fois-ci, tu écris 2 recueils, Le lapsus de l'ombre en 2020 et en 2021, Les ombres du vide. Est-ce qu'il y a un sens dans cette suite? Est-ce que c'est un diptyque? Est-ce qu'il y en aura un 3e? Alors, oui, c'est un chemin. Le premier, le lapsus de l'ombre, que j'avais... Dans le titre, en fait, c'était quelque chose qui, depuis quelque temps, tournait autour de moi, et à propos du lapsus et à propos de l'ombre. Et donc, il y a aussi un discours... de la disparition, il y a un discours de la mort. Et le lapsus, c'est un jeu, en fait. Et ce jeu-là, le fait de mettre en jeu aussi même le thème lapsus, qui n'est pas un lapsus, mais c'est quelque chose qui, dès lors de l'inattendu, mais dès lors de l'impossible à le déterminer, déchiffrer. Est-ce que toute écriture ne serait pas un lapsus dès lors qu'elle existe? Sûrement. Sûrement. Et là, il y avait, à mon sens, un lapsus qui concernait le corps et qui se manifestait avec l'ombre. C'est vrai qu'après, il y a eu les ombres du vide. Oui, je dois avouer que je pense, même si on n'est jamais sûr, qu'il y a un chemin. Et que les ombres du vide sont arrivées parce qu'il y a eu le lapsus du vide. Donc on peut le définir un diptyque avec cette projection probablement de quelque chose qui va arriver plus tard, c'est-à-dire un autre texte, un autre livre, où en fait, justement, c'est ce cheminement du vide. Et c'est quelque chose, je voulais lire, oui, parce que c'est quelque chose qui concerne voilà, je voulais seulement une phrase du lapsus de l'ombre. Ah oui, tu peux lire. Parce que là, peut-être ça donne... le lapsus de l'ombre, c'est une matière qui a comme corps l'ombre de son lapsus. Donc, c'est vrai que, à ce point-là, toute mon écriture bascule. Le hasard s'en reste. La mort l'accompagne. La parole lave d'encre. L'ombre devient hasard, mémoire de l'air, souvenir de la respiration. L'écart
s'ouvre à la blancheur du fond, le voyage intime de l'ombre, matière sans organes. Le corps retrouve la disparition du lieu, de sa trace. L'ombre perd son souffle invisible. Seulement un lapsus peut nous sauver. Et oui, seulement un lapsus pour nous sauver, seulement cette perception autre qui peut être la perception du vide pour nous sauver. Alors, évidemment, je ne sais pas de quelle façon pour nous sauver. Le lapsus de l'ombre et les ombres de vide, je ne cache pas qu'ils sont très liés à un discours, je sais pas un discours, à une relation aussi avec le discours de la mort, qui est très présente et qui devient, je dirais, presque un dialogue. Et dans ce dialogue avec la mort, qui n'est pas forcément la mort dans le sens de la fin de quelque chose, mais c'est un passage, c'est passer autrement, aller dans un autre espace-temps, sans le définir de façon précise, mais il y a toujours ces disparitions, ces apparitions fantomatiques qui sont là pour me rappeler que, en fait, on est, je suis, on est, je pense, parce que le texte que tu viens de lire de Marguerite Duras, on est quand même toujours confronté, quoi qu'il arrive, avec la mort. Et cette confrontation, ce dialogue doit être ouvert. Doit être ouvert justement pour explorer d'autres sens qui peuvent aussi nous amener à d'autres formes de perception du réel et de notre vie. Étant donné que, pour ne pas tomber dans l'absurde, pour ne pas tomber dans la terreur. Et donc, c'est le cas de le dire peut-être encore aujourd'hui, malheureusement. On ne devrait plus tomber dans la terreur de la guerre. Voilà. Cette ouverture à la mort, d'où, en fait, ça peut être un lapsus du corps, de la vie, de la lumière, du nombre qui a à l'intérieur une autre lumière, de ce qu'on dit, pour revenir toujours un peu à cette dynamique un peu orientale, dans le sens de tibétain, en fait, il y a la lumière, après il y a le noir, et après il faut continuer, parce qu'à l'intérieur du noir, il y a la lumière, et après il faut continuer, etc. Mais c'est ce flux qui devient, à mon avis, important parce qu'il nous ouvre des chemins qui sont inattendus et donc intéressants. Et pour revenir du coup au début, on parlait de ce discours en convenu, de l'analyse analytique, et comment on rencontre du vide alors? Est-ce que les gens qui écrivent sur la littérature prennent tout ça en compte, ou est-ce qu'ils s'attachent juste à la forme, comme c'est d'usage en Occident, évidemment? Oui, après, il y a des formes, parce qu'on est, comment dire, on est des professionnels de la forme, Ouais. en Occident et même ailleurs. Hein. Ouais. Donc, on trouve des formes déformées, déformantes, qui se transforment du vide. Il y en a. Des discours Des sur les discours formes, sur les formes, etc. convenus ou non audibles. On peut mettre le vide partout, hein. Même on lui enlève même quelque chose. Oui, cette possibilité, hein, parce que pour moi le vide c'est une possibilité, et on le mélange avec une dialectique qui est une dialectique parfois facile, mais qui quand même marche toujours, en tout cas chez nous, entre le plein et le vide. Il y a une forme de dialectique claire et nette. Donc s'il y a le vide, il y a le plein; s'il y a le plein, il y a le vide. Donc c'est vrai qu'il y a un danger
un danger énorme quand on touche ce genre de monde, oui, au niveau de l'écriture, au niveau de la création. Et c'est pour ça que j'ai essayé de l'explorer aussi avec d'autres formes. Pour parler de la forme dont tu Ouais, me disais tout à ouais. l'heure, qui aussi sont d'autres formes qui peuvent concerner la danse, d'autres formes qui peuvent concerner la musique aussi, la musique contemporaine. Euh, Par exemple, dernièrement, j'ai travaillé avec Jean-Yves Bosseur, justement, sur un texte que j'avais écrit, et donc avec la musique qu'il a composée en relation, c'était justement ce jeu entre le geste, la forme, le geste, la forme. Et en fait, entre ce jeu-là, il y avait toujours un vide. Comme dernièrement avec Alexandre Guermin, là aussi, il y a une sorte d'expansion, éclatement de l'espace. Et là aussi, le son joue avec cet éclatement qui devrait ouvrir et donc donner à nouveau au vide d'autres... D'autres possibilités. Oui. Alors, on va marquer une dernière pause avec un petit extrait de L'homme qui penche de Thierry Mess, qui est un livre qui raconte son enfermement en hôpital psychiatrique. Et dont un film a été d'ailleurs fait à partir de la vie de Thierry Mess, avec le même titre, hein, L'homme qui penche, réalisé par Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury. Voilà, un très très beau film. Je n'ai apporté qu'un seul livre. 12e poésie verticale de Roberto Juarez. De la lumière, un passage et toutes les possibilités de l'exil. Du fatal. Tout ce que l'être peut exprimer, c'est ce qui ne peut rester. Mais qu'il demeure en état de penser d'une manière ou d'une autre et à n'importe quelle heure. Curieusement, l'hôpital psychiatrique est une demeure comme une autre, mais qui passe d'une main à l'autre, différemment pour chacun, modifiée par ce qu'on y dit, ce qu'on y fait. On arrive toujours, mais ailleurs. Tout arrive, mais à l'envers. Tendre le bras, lever, l'élever, c'est cueillir ce fruit haut placé, c'est arriver avant les oiseaux, avant les étoiles. Lenteur, confusion parfois, due au traitement que je reçois. J'en ai conscience comme un plongeur ou un alpiniste, et j'en ai besoin. Je me débarrasse d'une ivresse pour une autre, d'une mort pour une autre, du vide par le vide. Ma voix contredite ne passe, pour l'instant, que par ces voix contrariées d'éclipse. Ce sont les gendarmes qui ont amené Renner, l'Allemand. Il traînait dans une gare sans papier, sans argent, sans parler un mot de français. Très grand, costaud, les cheveux courts. On ne sait pas exactement d'où il vient, quelque part dans l'Allemagne de l'Est. De visage et de gabarit, on dirait un lutteur arménien ou un turc, mais il n'est pas violent, peut-être un peu irascible. Il boite légèrement et joue aux échecs. On a fait déjà plusieurs parties que j'ai perdues. Mais le plus souvent, il regarde la télévision où se tient des discours, seul sous le préau. J'aime ses manières, j'aime qu'il soit là comme une énigme. Et il le sait, avec ses yeux et ses mains, dans les seules traces de son être. Alcool, alcool. Chaque jour, ce mot vient se replacer, se reloger dans ce qu'il est possible d'être. Et chaque jour, je déménage et chaque jour, je recommence à habiter une autre maison qui n'est toujours que la même, mais qui est toujours vide, entourée de ce qui est plein. Nos visages ne sont pas loin de nous. Nos visages ne sont que les soupçons de ce que nous sommes. Mais qui ? Le visage de Jo a l'air entier, comme ça, à première vue. Mais à certaines heures, non, il le cache. Il n'est plus que quelques traits, il ne l'accompagne plus, ou bien ne s'est-il montré qu'à celui qui peut encore voir.
Il y a toujours quelqu'un dans le fumoir, sorte d'aquarium de chaises et de tables basses. Même ceux qui ne fument pas y viennent, pour parler ou pour ne pas être seuls. Ce qu'on dit là évoque ou congédie, rapproche ou éloigne, croise des regards, creuse des instants comme on creuse une fosse. Chacun y enterre quelque chose, comme cette phrase en suspens et sans réponse de Sylvie. Pourquoi ne peut-on éviter ce qui arrive ? Des gens, quelqu'un, soi. C'étaient ces mots qui revenaient dans les questions de Céline, la jeune infirmière. Des questions sans cesse interrompues par la sonnerie du téléphone. Alors, j'ai préféré ne rien dire, demeurer introuvable. Je suis restée sous la véranda une bonne partie de la journée. Le soleil me chauffait et j'étais comme un chat. Puis Jean-Luc m'a rejoint et on a discuté comme des promeneurs. C'est vrai pour l'instant, de nos petits chemins habituels, sans autre espace que nos regards. Comme d'habitude, Philippe pèse de tout son poids sur l'un des fauteuils du fumoir, la tête basse, le regard furtif, fatigué, la parole rentrée. Quelqu'un est dedans, mais n'est pas avec ce qu'on pourrait croire. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, Lire du Dire, émission littéraire sur 106.3 et je suis avec David Napoli, écrivain, plasticien, performeur. Il est venu évoquer la trace du vide, de l'écriture, du geste. Alors David Napoli, on évoquait ce lapsus, ce vide. Est-ce que le lapsus, finalement, ça serait pas l'éruption de ce vide, la possibilité de l'émergence de ce vide dans l'écriture ou dans le geste, dans la représentation ? C'est une émergence et c'est probablement cette émergence qui surgit, c'est un bruit qui vient de loin. Il ne faut pas lui donner une définition parce que sinon on tombe sur le jeu de notre propre lapsus en croyant que c'était quelque chose qui en fait il fallait vraiment dire ou écrire. Mais c'est ce bruit, une sorte de résonance, cet écho, cette non-forme, si c'est le cas de le dire, même si après prend une forme au niveau de l'écriture, au niveau du geste, de l'encre, et qui, comme je disais tout à l'heure, et qui nous attend, mais il faut le savoir attendre. Il faut aussi, ça me fait penser à quelque chose comme un concept de détournement, de tournée de François Julien sur la langue chinoise et la philosophie chinoise. Il faut aussi le savoir, pas détourner dans le sens pour lui donner un autre sens, non. Le laisser poser comme si d'un coup devenait quelque chose et il devient quelque chose de réel. Comme si de loin. Comme si de loin. Comme si de loin. Et là, on attend. Ce lapsus, sûrement, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ben, merci beaucoup, Davidé, d'être venu nous parler, essayer d'évoquer ton travail, et surtout de mettre des mots sur le vide qui est plein. Je pense à Isabelle Lévesque qui a sorti son dernier recueil dont le titre est « Je souffle et rien ». Voilà, dans ce rien, il y a tout. Merci beaucoup, Davidé. Merci à toi, Carole. Merci beaucoup.